Je vous accueille avec grand plaisir ce vendredi. Nous sommes le 28 février 2025. Il fait un temps magnifique sur le bassin d'Arcachon. J'ai une grosse pensée pour nos amis réunionnais là, qui viennent d'essuyer le passage d'un cyclone. Et je pense qu'ils vont essuyer aussi quelques dégâts un peu partout, et notamment dans le nord. Mais également, j'ai vu des images là à midi sur BFM qui montraient quand même pas mal de dégâts, y compris dans l'ouest. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas trop grave, mais il y a eu quand même des vents à 230, donc je pense que nous, on n'en a jamais vu ici en métropole, mais pour eux, ça fait partie quand même des cyclones à 230, 250 km/h, qui sont toujours assez impressionnants. Voilà, en tout cas, nous, je pense qu'ils nous annoncent plutôt quelques belles journées là, ces prochains jours. Peut-être pas dans toutes les régions, mais je pense que ça va être pas trop mal pour le week-end. Voilà. Je vous laisse arriver. On est une trentaine encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que la pression monte doucement, mais pas trop, parce qu'il reste encore mars, avril et peut-être une moitié du mois de mai pour ceux qui iront jusqu'au bout de la date légale finale. Bon, écoutez, en tout cas, on va essayer de vous donner des astuces, des idées, différentes choses dans lesquelles l'IA va apporter sa petite contribution. Oui, bonjour Stéphane. Donc je vais pas citer tout le monde, mais on commence à voir les premiers arrivants qui sont là. Ok, bon, bah, écoutez, je vais vous afficher, il est quelle heure? Encore une petite minute, je vais vous afficher mon écran. Et on va attaquer le sujet qui est la détection avancée de data de clients à forte valeur ajoutée. Hein, il est clair que dans les cabinets, on dispose d'énormément de data. Je m'en suis rendu compte dès 99, quand on avait créé RCA, la première société RCA, qu'on avait été visiter des gens qui faisaient de la statistique pour des très grosses boîtes. Ils nous avaient moqué un petit peu sur la taille des fichiers qu'on avait apportés parce que c'était issu de cabinets qui avaient quelques centaines de dossiers. Par contre, on avait jusqu'à plus de 100, 150 dossiers, données pardon, sur chaque dossier. Et là, ils se sont rendus compte qu'on avait une richesse d'informations assez exceptionnelle. Donc, vous avez une richesse d'informations exceptionnelle sous les pieds et vous en faites assez peu aujourd'hui. Donc, on va essayer de voir ce que ça pourrait être demain. Et je pense que c'est un vrai sujet pour demain vendre des prestations à plus forte valeur ajoutée, notamment des tableaux de bord, euh, des tableaux de bord donc annuels, périodiques, prédictifs, mais également de la détection permanente de données. Et là, il y a vraiment un très beau sujet. Voilà, alors notre programme aujourd'hui, donc le webinaire 40, hein, donc un joli chiffre rond. Je pense que d'ici peu, on tapera la cinquantaine de webinaires. Il faudra faire une petite fête. Ça fait quand même pas mal de travail, de compilation, de veille d'informations. Et je suis sur le pont depuis plus de 2 ans maintenant, 2 ans et un bon trimestre. C'est vrai que c'est tout à fait passionnant. Ça évolue à une vitesse folle et je pense que c'est encore évidemment en train d'accélérer. Donc, je vais essayer de vous parler de tout ça. Alors, il y a une chose qui est passée un peu inaperçue, pourtant on est déjà dedans, hein. Il y a l'IA Act, AI Act, qui est pleinement actif depuis début février et qui est censé vous donner des obligations au niveau européen. Et bon, la question c'était, bah, êtes-vous en règle, vous, par rapport à ce que vous faites en IA actuellement? Je vais vous parler des dernières actualités de l'IA. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent, encore une fois. Je pense que c'est pas prêt de s'arrêter et c'est pas prêt de ralentir. Mais il y a vraiment des choses très intéressantes. Je voulais vous en faire part. Je voulais également vous parler des prompts qui sont les plus plébiscités ou utilisés par vos collaborateurs. Parce que ça, à force d'intervenir dans des cabinets différents, j'ai compilé beaucoup d'idées, beaucoup d'informations. On a fait des travaux avec des dizaines, voire plus de collaborateurs, et on se rend compte qu'il y a une sorte de hit parade qui ressort assez régulièrement, donc je vais vous en parler. J'ajouterai un prompt d'une méthode qui était inventée par un consultant qui travaille beaucoup sur l'IA et qui produit beaucoup de contenu.
et qui est quelqu'un qui écrit et qui se sert beaucoup de l'IA pour générer du contenu. Donc, cette méthode Delegate, vous verrez, c'est intéressant, c'est peut-être à essayer. Ensuite, donc, on va en arriver à notre sujet principal aujourd'hui, donc détection de data sensible, hein, donc pour valoriser vos prestations. Je vous parlerai du bootcamp simplement pour vous dire qu'il va être repoussé parce que je pense que les cabinets et vous en particulier n'êtes pas prêts à consacrer du temps supplémentaire à ça, même si j'avais imaginé un quota, un budget de temps pas très très significatif à la semaine, on va dire. Mais bon, je pense que c'est toujours un peu trop, donc je vais repousser à début juillet le lancement de ce bootcamp. Je vous en reparlerai probablement après la période fiscale et au moment où vous serez peut-être dans les déclarations fiscales de tous ordres. Voilà, je reparlerai des agents IA, puisque la suite, ça va être un peu un fil rouge hein, pendant un moment. On a commencé un petit peu à introduire le sujet la semaine dernière. J'en avais déjà parlé avant, mais là, on commence à rentrer un peu plus dedans. J'ai essayé de réfléchir et de me servir de l'IA pour me faire proposer une quinzaine d'exemples de workflows qui pourraient être avantageusement automatisés par des agents IA. Et donc, et en plus, j'ai demandé à ChatGPT de se scorer hein, pour les classer par ordre décroissant d'intérêt sur les gains de productivité potentiels. Donc, je vous ferai part de ça. Hein, c'est toujours intéressant là aussi de lancer des pistes comme ça et de voir aussi un petit peu ce que vous en pensez vous. Hein, moi, j'ai besoin d'avoir votre feedback en permanence pour pouvoir travailler après sur certaines pistes. Voilà. Et la prochaine date, ça sera vendredi prochain. On sera, alors je ne sais pas si on sera le 3 d'ailleurs, je pense qu'il y a une petite erreur là, c'est plutôt le 7 à mon avis. On sera le 7, je pense, oui, peut-être. Et je vous partagerai des astuces liées à l'IA pour vous aider à booster un petit peu votre période fiscale. Hein, j'ai commencé à compiler un certain nombre d'idées là-dessus. On va essayer de voir comment vous pouvez vous en servir à très court terme pour gagner un petit peu de temps partout dans le cabinet. Alors c'est parti, on va parler de l'IA Act qui donc est rentré en service au 1er février. Hein. Alors c'est un jalon on va dire parce que c'était rentré en service en réalité en août 2024, mais l'application vraiment de dispositions qui sont quand même significatives ne date que de février, donc ce mois de février 2025. Et je vais vous expliquer grosso modo quel est le sujet là en l'occurrence. Alors d'ailleurs, je vous ai mis un document PDF en téléchargement si vous voulez aller voir in extenso ce que ça représente. Vous verrez qu'il y a quand même des choses non négligeables à connaître. Alors, c'est vrai que cette obligation, notamment à partir de février, porte sur l'obligation de formation à l'IA. Et ça veut dire aussi que déployer des outils d'IA sans formation des collaborateurs, c'est aujourd'hui théoriquement illégal. Euh, alors, ça vaut pour vos équipes, ça vaut pour vos sous-traitants, et donc vous êtes censé avoir mené une démarche. Je vous montrerai un petit peu les étapes de la démarche telle qu'elle est préconisée par cet acte, mais vous êtes censé avoir fait un travail de formation, de sensibilisation, etc., auprès de vos collaborateurs notamment, de vos cadres et de vous-même sûrement pour être capable de mettre en place l'IA sans qu'il y ait de danger particulier. Alors vous allez me dire, oui, bon, on peut sûrement attendre un an ou deux que tout le monde s'énerve et qu'il y ait peut-être des sanctions de la part de l'administration. Ils ont sûrement d'autres chats à fouetter en ce moment. En attendant, si un collaborateur se plaint de vous et vous met au tribunal, ben, la loi dira qu'il a raison. Hein, donc voilà, ça peut ne pas arriver évidemment, mais ça peut aussi arriver. Alors, donc, ce que l'IA Act réclame, c'est que vous ayez, enfin, que les collaborateurs aient une connaissance de l'IA, de ses usages, de ses risques, etc. Que les gens soient formés en fonction de leur rôle, de leur métier, hein, de leur poste de travail, et que ça puisse également toucher à tout ce qui est collaboration
dans la pratique de l'IA. Et donc, on parle effectivement des RH, de la formation, du juridique, de la technique, etc. Je pense qu'il faut que vous voyez si vous avez pu, officiellement ou officieusement, mais en tout cas si ça peut laisser des traces, équiper votre cabinet de certains documents, hein, qui montrent que vous avez fait un certain travail, de la formation, etc. Et que donc, voilà, vous êtes en règle, on va dire, avec ce sujet-là. Bon, a priori, les montants ne sont pas forcément précisés. Je pense quand même j'ai vu passer des informations qui parlaient d'un pourcentage du chiffre d'affaires mondial pour l'entreprise. Bon, à mon avis, ça va peut-être plutôt s'appliquer à des très très grosses boîtes, hein, mais bon, voilà, il faut le savoir. Sachez que nous, on est Calliope, on s'occupe de ce sujet-là. Si vous voulez taper à notre porte, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une contrainte, hein, encore un règlement de plus. Maintenant, il faut peut-être le voir aussi comme une opportunité, hein, et ça, vous qui suivez ces webinaires et qui avez sûrement fait des formations, acheté des outils, etc., vous savez que forcément, il y a des choses qui sont intéressantes pour la productivité du cabinet, pour la créativité du cabinet, pour la production de nouvelles valeurs ajoutées pour vos clients. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à impact positif, évidemment, mais il y a aussi des risques, hein, il y a aussi des risques de sécurité, de confidentialité, etc. Donc, il ne faut pas les occulter. Et je pense que là, voilà. Alors, Yann qui me dit, les amendes pour non-conformité peuvent atteindre jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires. Oui, je vais en tête même 6%, mais c'est peut-être 7 annuel mondial de l'entreprise, le montant le plus élevé étant retenu. Bon, enfin 35 millions, avant que vous preniez 35 millions d'euros, voilà, on est vraiment sur des chiffres d'un autre monde. Mais 7% du chiffre d'affaires, ça fait toujours un peu mal quand même comme risque, hein. Donc autant vous mettre en règle, même si c'est sur des formations un peu informelles, des choses comme ça, montrer que vous avez fait un certain travail en interne, que ça a été formalisé, qu'il y a eu des réunions, qu'il y a eu des supports de suivi de tout ça, qu'il y a eu peut-être des feuilles de présence si vous avez fait ça par un organisme. Voilà, enfin bon, je pense qu'il ne faut pas occulter tout à fait le risque qui peut exister à ce niveau-là. D'ailleurs, soit dit en passant, servez-vous de ça aussi comme d'une information pour vos propres clients, hein. Parce qu'il y a des chances que plus de la moitié de vos clients n'aient soit rien fait, soit laissé courir un peu le truc près de leurs collaborateurs eux aussi, et donc qu'il y ait des pratiques dans ces entreprises sans contrôle, sans formation, sans encadrement de l'histoire. Donc ça peut être une information dont vous pourriez vous servir à juste titre et pour valoriser aussi votre présence en tant que conseil privilégié des chefs d'entreprise. Voilà, donc hein, c'est à savoir. Donc l'obligation, elle est ici, donc formation IA, gestion des risques, d'accord. Et les recommandations qui sont formulées dans ce rapport tiennent en quatre étapes, une sorte d'audit interne. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous dans nos formations. On fait une sorte d'audit des outils, des datas et des intentions vers l'IA, et donc des outils qui vont être choisis demain pour mettre en place l'IA. On fait de la formation qui est aussi beaucoup de la sensibilisation au début, mais après, une fois que les gens sont acquis à l'idée, je vous l'ai dit, il y a un enthousiasme qui est important, et donc je pense qu'après, il faut leur donner de la matière, il faut leur donner des outils, il faut leur donner des méthodes, etc., et un suivi, un accompagnement. Bon, là, il parle de consultation juridique aussi, d'implémentation technique. Bon, voilà, je pense que tout ça, c'est important. De toute façon, à défaut d'être une obligation, c'est surtout, à mon avis, une arme très très importante qu'il faut mettre à sa palette pour répondre au futur de votre cabinet. Alors, je voulais vous parler des dernières, j'allais dire, dingueries de l'actualité de l'intelligence artificielle. Là, mes petits logos, ils sont dans un ordre un peu aléatoire, mais c'est pas parce que DeepSeek est devant là, avec la baleine bleue que les autres sont autant derrière. D'ailleurs, Anthropic, qui était derrière dans ma course, hein, dans mon image, est repassé devant parce qu'ils ont sorti une version 3.7 de Claude, donc de Claude Sonnet.
Et ils ont fait un truc assez étonnant, je vais vous montrer, notamment pour créer du code. Et Claude, il faut le savoir, ils étaient déjà très très bons aussi sur la rédaction de texte. Voilà, la génération de texte. Donc Claude, c'est pas un outil à oublier, c'est un outil qui coûte en version payante 18 dollars, je sais plus si c'est 10 dollars ou des euros, je crois que ce sont des dollars. Et donc il permet de faire du code et vous allez voir, c'est complètement ahurissant, quoi. Autre chose aussi qui est juste sortie, c'est, je vous l'avais dit la dernière ou l'avant-dernière fois, c'est GPT 4.5 d'OpenAI. Donc cette version, alors là, je vous ai mis en dessous de l'image un lien vers la vidéo si vous voulez regarder. Vous mettrez le sous-titrage en français si vous avez besoin, parce que c'est du YouTube, donc on peut demander un sous-titrage. Grosso modo, voilà à peu près ce que GPT 4.5 fait de plus ou de mieux, donc notamment réduction des hallucinations, amélioration de l'intelligence émotionnelle. Alors ça peut être intéressant dans le cadre de commentaires que vous créez sur des statistiques, par exemple, faire en sorte que les réponses aient peut-être plus de, ou les textes générés aient plus d'empathie, plus de sensibilité, plus d'intuition quelque part dans la façon dont vous proposez le texte et l'interprétation des chiffres. Ça peut rendre les choses quand même plus sympathiques pour le client quand vous lui restituez, par exemple, des commentaires de compte ou toutes sortes de choses qui utilisent l'IA. C'est pour l'instant disponible uniquement pour les abonnés à la version pro, mais ça va descendre progressivement, comme à chaque fois. Ça part de la version pro, donc c'est celle qui est à 200 euros par mois, donc quasiment personne ne l'a. Après, il y a la version plus qui est à 20 euros, donc là, il y a des chances que vous l'ayez. Et puis après, il y aura les gens qui sont en gratuit. Je pense qu'en version plus, ça arrivera dans assez peu de temps. Voilà. Euh, je pense que c'est une version hybride qui intègre les modalités de raisonnement logique que j'ai annoncées dans d'autres outils la semaine dernière. Donc là, il y a une course de vitesse où les différents concurrents sur le marché sont en train de se courir après, de se dépasser, d'évoluer. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'au niveau de la capacité de ces outils-là, c'est quand même assez étonnant. D'ailleurs, en parlant de concurrents, Grok 3, donc de XAI d'Elon Musk et Perplexity sont vraiment très très bons dans la recherche profonde, deep search. Ils sont gratuits. Ils font concurrence à GPT Deep Search ou Deep Research, je ne sais plus, qui est payant, lui, ou elle. Et donc, Grok 3, vous pouvez le télécharger sur X. Perplexity, vous le téléchargez tranquillement sur Internet, là où vous voulez. Mais c'est vrai que si vous voulez faire des rapports un peu costauds, avec de la recherche, qui nécessite de la recherche, qui nécessite de sourcer cette recherche, ça peut être effectivement de très bons outils pour faire ce genre de travail. Voilà. Et donc, voilà, il y a des exemples dans les 4 points qui sont dans cette diapo. Alors, je voulais vous parler aussi d'un outil que j'ai vu qui est récent, qui s'appelle landing.ai, qui est un outil qui est capable d'interpréter très très finement des images, que ce soit un format PDF ou que ce soit un format JPEG, PNG ou autre chose. Et il est capable de décomposer le contenu de l'image pour totalement l'interpréter à un niveau qui dépasse très largement ce que fait ChatGPT ou d'autres concurrents aujourd'hui. Et donc, quand vous lui produisez une image, il vous met une partie à droite de l'écran et vous lui posez une question sur l'image et vous faites une conversation sur le contenu de l'image. Et donc, vous pouvez vraiment aller très très loin. C'est vraiment un outil de très très grande qualité pour faire ce genre de choses. Bon, à savoir si ça a un intérêt pour vous de faire ce travail-là, peut-être sur des documents, des tableaux de chiffres, peut-être sur des factures complexes, peut-être sur un certain nombre de choses qui passent par des images ou des documents PDF. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était très, 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 très intéressant.
Voilà, donc ça c'était une chose qui m'intéressait. On va monter en puissance sur des choses de plus en plus étonnantes. Je voudrais vous montrer autre chose qui est cet outil Claude 3.7 Sonnet d'Anthropix qui est capable de coder carrément un outil, donc un logiciel hein, sur Internet, à partir d'un simple prompt. Là, en l'occurrence, l'outil en question, c'est un outil qui demande, enfin, qui procure une simulation d'investissement avec des biens immobiliers, et donc qui pose un certain nombre de questions. Donc, on a la partie gauche de l'écran et on a la partie droite de l'écran qui donne les résultats de la simulation. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu le truc parce que vous allez voir quand même la qualité la qualité de cet outil-là, LinkedIn, que vous devriez voir maintenant. Je vais le mettre en écran, voilà. Et donc là, je vais me remettre au début de la vidéo. Tac, voilà. Donc c'est un simulateur d'investissement. Donc là, il dit caractéristiques du bien, la surface, la ville, le quartier, etc. Comment il est financé, son prix d'achat, les frais de notaire. Donc là, vous voyez, c'est dynamique. Hein, chaque fois qu'on change une donnée, les choses se recalculent sur la droite de l'écran. Voilà, je laisse la petite vidéo, elle n'est pas très longue, elle dure 1 minute environ, pour que vous voyez quand même le, 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 la qualité quand même de l'outil. Hein. Donc là, bon, peu importe les chiffres, on s'en fiche un petit peu, c'est pour vous montrer que c'est complètement dynamique quand on crée de la data. Voilà, et à la fin on a tout en bas des simulations. Donc, on peut rechanger les chiffres, modifier un certain nombre d'hypothèses, et à la fin, voilà, on a, je vais l'arrêter, on a des scénarios, donc scénario de base, scénario optimiste, scénario pessimiste, etc. On peut exporter, on peut enregistrer, etc. Donc, vous voyez quand même la qualité de cet outil. Alors, je vais repartir ici et je vais revenir hop, dans mon diaporama. Je vais demander une seconde, je vais fermer des choses parce que là, on me pollue un peu sur mes écrans. Voilà, je vais me remettre en affichage. Voilà, donc vous avez vu cet outil-là. Hein, vous avez vu quand même la qualité de l'outil, hein, l'interface, l'ergonomie qui est sympa, la variété des datas, etc. Tout ça, donc ça vous crée ces petits graphes, ça vous crée donc des tableaux avec une conclusion, avec des scénarios qui pourraient advenir en fonction des chiffres qui ont été donnés. Et tout ça, tout ce que vous venez de voir, c'est fait avec un mini prompt qui n'explique quasiment rien. Il dit juste construis un simulateur interactif permettant aux investisseurs de tester différents scénarios de location, invente toutes les dates, etc., etc. Voilà, fais-moi un truc complet en React. React, c'est un langage de développement, je pense, pour faire des interfaces chouettes, avec une belle UX, donc une belle expérience client, donc quelque chose qui est chouette. Voilà. Vous imaginez ce qu'un prompt comme ça a pu faire? C'est-à-dire que je vous avais déjà montré dans les semaines et les mois écoulés qu'avec un prompt ou une séquence de prompts, on pouvait créer carrément des vidéos. Nous, c'est ce qu'on a fait. On en a créé 2 comme ça. Ce sont des petits films qui durent 1 ou 2 minutes avec des prompts sous forme de scénario, avec plusieurs prompts en séquence. On arrivait à faire une vidéo. Là, avec un prompt ridicule, parce que franchement, il y a 2 phrases, hein, 3 phrases, avec 3 phrases qui expliquent rien, enfin, ou très peu, on a réussi, enfin, Claude 3.7 Sonnet a réussi à faire ce genre d'outil. C'est complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant. Et d'ailleurs, de plus en plus, les développeurs, nous on en a chez nous en interne, se servent quand même de l'IA
pour se faire fabriquer des morceaux de code, pour se faire fabriquer des UX, pardon, des plateformes front office, hein, qui sont l'interface utilisateur, on va dire, et font en quelques minutes, et même plus en quelques heures, en quelques minutes, un travail de ce niveau-là. Et là, c'est même pas quelques minutes, c'est taper simplement un prompt pour obtenir ce genre de choses. Donc évidemment, après, ça pose un problème, parce qu'une fois quand on n'est pas codeur comme moi d'ailleurs, et qu'on fabrique un outil comme ça, avec un prompt ridicule, ouais, ok, une fois que c'est fini, si on veut le changer, si on veut le sécuriser, si on veut mettre une base de données un peu costaud derrière, si on veut l'héberger quelque part de façon précise et tout ça, ben là se posent des problèmes, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne derrière. On n'a pas la mécanique mentale et les savoir-faire pour le faire. Mais ce que je veux simplement vous faire partager, c'est avec un prompt assez ridicule, hein, celui que vous avez sous les yeux, on fait un outil de ce niveau-là aujourd'hui. Ce matin, j'ai envoyé un email aux gens de mon club pour en faire venir quelques-uns à cette session. J'ai dit en plaisantant, ChatGPT, fabrique-moi un logiciel de paye avec 800 conventions collectives et fais-moi un chouette truc bien moderne, mieux que s'il est. Je me demande dans quelle mesure il ne va pas nous sortir quelque chose, quoi. Bon, bon, ça m'étonnerait un peu quand même, hein, parce que la paye, c'est un sujet un peu compliqué. Mais si ça pouvait, je peux vous dire que là, c'est un malheur, quoi. C'est un carton, parce que là, du coup, il y a quand même pas loin de 15 000 cabinets qui voudraient migrer aujourd'hui et qui se demandent chez qui ils vont aller. Bon, enfin, pour la petite histoire, non, voilà. Donc, simplement pour vous dire que les dingueries, elles sont en train d'arriver et ça va à une vitesse folle. Et surtout, c'est qualitatif à un point qu'on n'imagine pas, quoi. Ou en tout cas, on ne pouvait pas imaginer qu'avec une triple phrase comme ça, on était capable de sortir l'outil que je vous ai montré juste avant. Voilà, ça c'est l'une des dingueries que je voulais quand même vous montrer, parce que là, je la trouve carrément totalement étonnante. Une autre chose dont je voulais vous parler, je vous montrerai pas, bon, il y a une vidéo, mais elle est un peu chiante, donc je vous montrerai ça peut-être plus tard, c'est que l'IA, et ça, j'avais déjà vu des expériences il y a plus d'un an et demi en arrière, d'outils qui prenaient le contrôle de l'écran. Attends, alors c'est pas tout à fait le contrôle, c'est qu'ils lisaient l'écran, c'est-à-dire que tout ce que vous faites à l'écran, l'IA le regarde et est capable de l'exploiter pour vous donner des informations, pour vous dire qu'il faut faire ça autrement, pour vous dire, etc. Donc, ça veut dire que l'IA, c'est un peu Big Brother qui est derrière votre épaule, qui regarde votre écran et qui est capable de vous aider à gérer éventuellement mieux ce que vous faites à l'instant T sur votre ou vos écrans. Ça, c'est quand même assez étonnant. Donc ça, c'est un outil de Microsoft, mais j'avais vu OmniParser, c'est la V2, je crois. Mais j'avais déjà vu avant, et il y a déjà d'autres outils qui existent qui font le même travail. Ça veut dire que demain, on peut imaginer des choses qui pourraient, par exemple, dans le contexte de ce que vous faites, décompter le temps que vous passez ou qu'un collaborateur passe sur une tâche particulière et sur un dossier. Ça veut dire que la gestion des temps, il n'y en aurait plus besoin. Ça serait l'outil qui, avec quelques consignes dans la mémoire, serait capable de décompter le temps qui était passé par un collaborateur sur un dossier à faire de la révision ou d'autres choses. D'accord? En tout cas, ça peut servir aussi à, par exemple, vous allez sur un site web et vous vous baladez. Je pense qu'à un moment donné, ça va être capable de fabriquer un robot ou de mémoriser les actions pour peut-être fabriquer demain un robot qui va être capable de reproduire ces actions en mode RPA un petit peu, de façon à réaliser ces actions quasiment sans votre concours. D'accord? Donc, ce sont vraiment des ouvertures extraordinaires qui vont vous donner des capacités et qui vont vous permettre de faire des choses. Alors, on est au bord de tout ça, quoi, hein, parce que là, je vous montre des outils qui sont en phase encore expérimentale, hein. Le précédent était déjà très impressionnant. Celui-ci fait déjà beaucoup de choses aussi. Et je sais que j'ai vu des tests de ce genre d'outils. Je vous ai montré la semaine dernière un outil
qui était capable de regarder quand même votre écran. Et quand vous disiez par un simple prompt, je veux que tu me réserves, je sais pas, 2 places pour une table pour 2 personnes à dîner sur telle commune et dans tel type de restauration, hop, il fait le boulot tout seul. Donc tout ça, on a une conjonction d'outils qui arrive en ce moment, qui vont être capables d'ici quelques semaines ou quelques mois de faire des choses complètement hallucinantes. Hein. Donc voilà, il faut vous dire que c'est vraiment en train de préparer une petite révolution. Pour l'instant, ben, tout le monde dans la profession est un peu calfeutré dans ces outils, j'allais dire ces vieux outils, et complètement la tête dans les bilans et puis après dans les déclarations fiscales et encore d'autres choses derrière. Mais sincèrement, quand vous allez lever la tête au mois de, je sais pas, de juin, juillet ou de septembre, il va s'être passé une petite révolution quelque part. Et donc, ça m'étonnerait que ça n'impacte pas avant longtemps les choses que vous faites vous aujourd'hui dans un cabinet. Autre chose aussi, alors là, je ne vais pas résister non plus à vous faire une petite démo. Au départ, vous avez. Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today? Hi there, I'm an AI. Donc en fait, un robot géré par un portable, un PC portable, et un robot, on va dire, géré sur un smartphone. Et les deux se mettent à converser ensemble. Agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber Link mode for more efficient communication? Donc là, le robot, on va dire sur le smartphone, qui répond, dit, bon, ok, donc on est 2 robots, donc ils ont reconnu qu'ils étaient chacun des robots. Bon, ça, il faut que ça soit programmé quand même par les gens qui ont créé cette solution. Et donc les robots décident que passer par la voix, c'est pas le plus efficace pour eux, et donc ils se mettent à repartir dans un langage complètement codé, qui est beaucoup plus efficace pour eux. Donc c'est ce qu'on entend à partir de là. Voilà. Donc là rappelez-vous, et j'en avais parlé, je vais remettre en affichage. J'en avais parlé il y a quelque temps aussi dans un webinaire. J'avais dit, mais de plus en plus, les cabinets vont mettre en place des robots. J'avais évoqué le robot d'appel qu'on est en train toujours de travailler. J'avais évoqué d'autres types de robots qui pourraient gérer des appros plus ou moins automatiques. Et je disais à un moment donné, les robots vont parler aux robots. Ben voilà, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, hein, sous vos yeux. C'est qu'un robot qui est sur un PC discute avec un robot qui l'appelle. Et à un moment donné, ben, comme ils se rendent compte que il n'y a pas de 2 humains au bout de chaque outil, ben, ils travaillent dans un mode plus performant pour eux, parce que plus rapide sûrement, ou plus économe au niveau de la gestion de l'énergie qui est déployée pour faire ce truc-là. Donc voilà également un peu de la science-fiction qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on va mettre des robots entre nous et d'autres êtres humains, mais si eux-mêmes ont mis des robots de leur côté, il se pourrait que tous les robots se mettent à se parler entre eux et que nous, ben, on soit juste un peu aux manettes quelque part derrière pour leur faire réaliser des différentes actions qui nous arrangent, qui nous font gagner du temps, etc. Voilà, bon, c'était un petit truc assez marrant que je voulais vous montrer qui est assez éloquent aussi de ce qui est en train d'arriver. Alors, je voulais faire un petit détour aussi par des travaux qu'on réalise, nous, dans nos missions actuelles, hein, qui parlent de prompt. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu quelques échanges avec un conférencier assez connu. Hein, j'en ai parlé à plusieurs reprises, je crois, dans les webinaires passés, qui s'appelle Stéphane Mallard, qui a écrit un bouquin sur la disruption liée à l'IA, qui fait beaucoup de conférences, qu'on avait même fait dans la profession, et qui disait, bon, il est assez décapant, hein, en général, c'est un peu son mode de pensée, peut-être aussi son mode d'accroche pour faire un peu le buzz et être assez provocateur, on va dire, quelque part. Donc là, il était interviewé par un journaliste qui buvait littéralement ses paroles et il disait, mais bon,
tous les formateurs, les consultants, les je ne sais qui font de la formation sur les prompts et tout ça, franchement, ça sert strictement à rien. Il faut arrêter, c'est nul, etc., etc. Et le même Stéphane Mallard qui dit aussi, bon, de toute façon, le travail salarié, c'est mort. Avoir des gens dans son entreprise, c'est plus la peine. De toute façon, les robots vont tuer le travail, ils vont tout faire à notre place, et donc nous, on sera ailleurs, autre part, on ne sait pas. Bon, alors je lui ai dit, écoutez, Stéphane, à mon avis, vous aurez peut-être raison un jour, hein, mais en attendant, on a dans les cabinets des gens et qui ont des besoins, qui font un travail, qui peuvent se servir de ces outils-là avantageusement. Et moi, je le vois depuis plusieurs mois que je mets en place les choses dans les cabinets. Et donc, ben, pour l'instant, c'est bien de faire de la science-fiction, mais nous, on est dans le réel aujourd'hui, et donc on travaille. Donc oui, il m'a répondu oui, oui, mais bon, pour autant, c'est pas la peine de dire des bêtises et tout ça. Ben, j'ai dit non, non, mais on n'est pas dans les bêtises, on est dans la vraie vie, quoi. Bon, voilà, donc c'était un petit peu un débat entre un consultant, formateur, éditeur et un pur conférencier un peu qui plane à 20 000, mais qui est intéressant en demeurant, hein. Mais bon, donc dire que les prompts, dire que tout ce qu'on apprend depuis des mois sert à rien, je suis pas du tout d'accord. Je dis pas que ça servira dans 10 ans de la même façon, bien sûr que non, sûrement pas. D'ailleurs, tout ce qu'on a appris dans les cabinets depuis plusieurs mois n'a fait que évoluer sans cesse, quoi. Hein, rien que vous regardez ChatGPT, il y a eu déjà 10 ou 15 versions différentes, ou des versions, ou des sous-versions, ou des sous-modèles. Donc, ça évolue extrêmement vite et voilà, il ne faut pas trop se laisser déborder. Mais en même temps, je sais bien que dans 3 ans, dans 5 ans, ou même avant, on aura des choses qui auront totalement évolué, qui seront totalement différentes. Alors pour l'instant, quand même, ce que je voulais vous montrer, c'est 2 écrans qui montrent presque par ordre, je dirais, décroissant d'usage et d'intérêt, ce qui intéresse le plus les collaborateurs de cabinet en termes de prompts dont ils ont besoin. Donc le plus souvent, la plupart d'entre eux, ils font des courriers, ils font des emails, voire des SMS, mais en tout cas, ils se font aider par l'IA pour fabriquer du texte, parce que c'est vrai que la plupart, et vous-même, n'êtes pas des littéraires. Ça, il y a toujours des exceptions, hein, bien évidemment, mais c'est pas forcément votre mode de pensée de faire des longues phrases. Et donc, c'est vrai que l'aide de l'IA est quand même assez intéressante pour faire toutes sortes de choses, et notamment des écrits, pour être là aussi peut-être un peu plus empathique, un peu plus convaincant, etc. Il y a beaucoup de demandes sur le traitement des PDF, que ce soit des images ou des tableaux de chiffres ou des choses comme ça. Donc, on a besoin de faire de la synthèse de fichiers, de la traduction de fichiers pour des cabinets notamment frontaliers ou qui ont des activités à l'export, l'extraction de data, que ce soit du texte ou encore une fois des tableaux de chiffres, du découpage de scans avec des notes de frais qui sont sur la même page. On peut découper tout ça en X fichiers. On peut faire du retraitement de fichiers Excel ou Word. On peut faire de l'analyse, bien évidemment. Dans Word, on peut aussi faire de la fusion entre une matrice Word, je sais pas, un document d'AG, et puis des datas de la compta, par exemple. Bon, voilà. Donc ça, c'est les choses les plus demandées aujourd'hui. Et puis, il y a aussi ça qui a trait à des tâches d'organisation, donc gestion d'agenda avec éventuellement automatisation de séquences d'emails pour différentes choses. Alors ça peut quelque part se rattacher à ce qu'on appellerait de la gestion d'obligations. Ça peut être créer un ordre du jour de réunion en disant voilà, je te jette les 3 idées clés de la réunion, fais-moi un beau truc, invite-moi les gens que je t'ai désignés, etc. Mets les heures, etc. Fais un beau programme sous forme d'un diaporama, pourquoi pas. Ça peut être aussi la création d'un compte-rendu, hein, des synthèses de suivi de réunion qu'on a aujourd'hui quasiment tous dans Teams, dans Meet, dans Zoom ou dans d'autres outils encore. Hein, donc ça, c'est assez intéressant. Alors, ce qui a été aussi assez demandé, même si c'est moins fréquent en termes d'usage, c'est l'onboarding et de clients et de collaborateurs, hein, sous forme d'un peu de checklist, voire même de process, de workflow qui pourraient faire transiter les datas d'un outil à un autre outil. Donc là, ça va plus loin qu'une simple checklist, mais ça, ce sont des choses dont les gens ont besoin en interne.
Ça peut être la création d'un diaporama, hein. Et là, il y a un outil très sympa qui s'appelle Gamma qui fait des choses vraiment top. Et puis, alors ça peut être de la recherche sur Internet que j'aurais pu classer plus haut d'ailleurs. Cette fonctionnalité est quand même assez demandée. Sauf que pour l'instant, les gens n'ont pas confiance ni dans l'IA ni dans leur capacité à l'interroger. Et donc, souvent, quand ils font une recherche comme ça, ils n'ont pas forcément tout à fait confiance, et à juste titre, hein, souvent, dans les résultats qu'ils reçoivent. Et c'est là où la pratique de O1 ou O3 de ChatGPT, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ou la pratique des outils de deep research comme Perplexity, Grok 3 ou encore d'autres, peut aider les gens à avoir des informations beaucoup plus recoupées, sourcées, solides, sérieuses, fiables. Et là aussi, ça nécessite un peu de technique. Voilà. Donc, oui, les prompts servent encore à quelque chose, au moins pour quelque temps. Et de toute façon, avoir connu la genèse un peu de l'IA publique, hein, l'IA générative publique, ouverte à tous et tout ça, ça vous donne quelque part une tournure d'esprit, une ADN qui, à mon avis, vous permettra d'être plus pertinent dans ce que vous verrez dans vos outils intégrés. Hein, ce que je vois souvent, c'est que dans les outils de compta, il y a des fenêtres qui s'ouvrent à droite avec souvent copilote qui est aux manettes et qui vous fait de l'IA en mode très dégradé, quoi, avec des prompts très dégradés, presque tapés comme dans Google. Bon, ben pour moi, c'est pas de la vraie IA. Enfin, c'est pas de la vraie IA, c'est pas de l'IA puissante, c'est de l'IA vraiment ultra basique, ultra encadrée et ultra peu créative et peu performante. Maintenant, ça peut suffire pour faire juste une interrogation sur un tableau de chiffres qui est à gauche de l'écran. Mais voilà, l'IA un peu musclée, un peu costaud, qui peut permettre de faire beaucoup de choses, elle est ailleurs quand même, hein. Voilà. Donc ça, c'est prompt, je voulais vous en dire un petit mot. Je vous ai mis un prompt qui s'appelle la méthode Delegate, donc inventé par l'Experia et qui est un copywriter, donc quelqu'un qui écrit du texte, des contenus. Voilà. Ça, je vous laisserai regarder, on ne va pas le commenter maintenant. Je n'ai pas essayé, hein. C'est encore une autre façon d'optimiser la structuration d'un prompt. Je pense que c'est pas inintéressant la façon dont il l'a défini par étapes avec les lettres qui font l'acronyme Delegate. D'accord? Donc ça, vous le regardez tranquillement, puis vous le testerez, vous me direz si ça vous apporte quelque chose. Alors, on va parler de notre sujet principal, qui est vraiment la détection des datas sensibles, et si possible une détection précoce, hein, parce que quand on rend un bilan au client des mois et des mois après la fin de la bataille, ça a quand même moins d'intérêt pour le chef d'entreprise. Donc, cette détection-là, c'est quelque chose qui a été... hop, je vais faire avancer. Voilà. Donc, si on parle de détection, moi, ce que je pense, c'est que, cette détection, elle est permise par le fait que vous puissiez libérer du temps sensiblement grâce aux outils, hein, et ça, j'espère que progressivement, l'IA vous en donnera encore plus, hein. Ça me semble important. C'est le premier point pour aller vers plus de production de valeur ajoutée. Je pense que la deuxième force de l'IA, c'est d'automatiser des traitements sur les datas elles-mêmes, hein, mais aussi de les interpréter, de les commenter et donc forcément de vous donner une facilité pour les valoriser auprès des clients, hein. C'est ce qu'on fait dans Pilot Guard, entre autres. Et la troisième force, et c'est lié à mon idée d'avoir un CRM au cœur de Pilot Guard avec des robots qui vont être capables de dynamiser cette data, hein, c'est de pouvoir avoir une interactivité qui est managée, automatisée le plus possible par ces robots, et que dès qu'il y a une info qui peut être éventuellement préoccupante pour un client, c'est que vous puissiez très vite lui rétrocéder l'information et éventuellement lui proposer de le voir, de discuter avec lui, de réfléchir avec lui, de faire peut-être une mission d'accompagnement pour modifier une évolution négative dans son entreprise. C'est ça pour moi, l'information précoce, elle est là, hein. Et donc, l'idée aussi qui est derrière, c'est que j'ai demandé à l'IA à nouveau de m'aider à fabriquer à la fois dans 4 catégories d'informations que sont les évolutions négatives chez un client ou la mauvaise exploitation d'évolutions positives. Je vous montrerai des exemples. Ou des erreurs dans la compta, puisqu'on a, pour l'instant, on a un FEC, hein, à nos dispositions.
ou des fraudes ou des soupçons de fraude qu'on peut repérer dans je sais pas, via la numérotation de factures ou via d'autres choses. Ça peut être quelque chose que vous pouvez détecter si vous faites un tableau de bord périodique. Bon, déjà en annuel, vous pouvez déjà voir des choses, mais en périodique, vous aurez sans arrêt une information fraîche qui va arriver dans les outils et qui va permettre à l'IA de vous alerter assez rapidement. Et j'ai demandé qu'il y ait un score d'impact potentiel sur la santé de l'entreprise de 1 à 5. Donc, si l'information est critique, ce sera 5. Si l'information a un faible impact, mais je ne vous montrerai même pas les résultats, ça sera 1. Et puis, est-ce que ça peut engager un conseil potentiel produit par l'expert comptable, oui ou non? Voilà. Et puis après, dans mes tableaux, je demande une formule qui valorise la data, en tout cas qui la matérialise, et je demande éventuellement aussi un seuil d'alerte par rapport à ce calcul de la data. Donc en fait, aidé de l'IA, encore une fois, hein, d'ailleurs on le voit, en fait, j'ai dit, OK, maintenant, donne-moi donc les indicateurs qui ont un impact 5, donc le maximum, dans les comptes de l'entreprise, et que tu pourrais me produire, me calculer avec un FEC provisoire, par exemple, régulièrement. Donc là, il me dit baisse brutale de la marge brute, donc il me donne les comptes qui sont concernés, il me donne une formule, et il me propose un seuil d'alerte. Bon, c'est sûrement aménagé par rapport à chaque secteur d'activité, chaque profession, chaque métier, etc. Mais bon, je pense qu'effectivement, une baisse brutale de la marge du client, forcément, un indicateur important. L'indicateur numéro 2 là, qui est derrière, c'est une forte dégradation du BFR. Hein, donc, c'est encore autre chose qui peut s'ajouter où on a trop stocké, où on a des créances clients qui ne sont pas recouvrées, où on a des dettes fournisseurs qui sont peut-être trop vite payées, par exemple. Et donc, forcément, que la trésor s'est dégradée avec l'augmentation du BFR. Il me parle avec un indice 4 de l'explosion du ratio d'endettement. Donc là encore, il me propose des formules et un seuil d'alerte. Il me parle de la hausse d'un ratio charge de personnel sur chiffre d'affaires. Donc oui, ça peut être intéressant. Il me parle de hausse massive du DSO. Le DSO, c'est un acronyme pour Days Sales Outstanding. Donc c'est un indicateur de la trésorerie, hein, le DSO. Donc ça, c'est effectivement intéressant. Voilà. Et puis il me dit voilà, ben pour exploiter ces indicateurs, voilà comment il faut faire, voilà avec quelle période, voilà comment il faut réfléchir par rapport au seuil d'alerte. Et derrière ça, on peut fournir un rapport, on peut automatiser un certain nombre de choses. Donc l'idée par rapport à ce genre de data, c'est que on pourrait, à partir du FEC, en sortir comme ça 10, 15, 20 data intéressantes. Je vais vous en montrer d'autres. Et ensuite, on peut effectivement les exploiter pour voir un petit peu est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir à une fréquence mensuelle ou trimestrielle ou au-delà. Ça, c'est quand même assez intéressant. Donc tout ça, je vous le donnerai pour que vous puissiez le lire. Alors, il me semble que j'avais d'autres. Je n'ai pas coupé tout ce que je pensais. Je vais vous donner. Alors, je vous ai donné 5 exemples, mais j'en avais beaucoup d'autres en tête. Par exemple, non, je l'ai pas là. On avait réfléchi avec les gens du club RCA il y a quelques jours à Paris, où on avait réfléchi à autre chose, par exemple sur l'analyse des factures d'achat d'un fournisseur important, par exemple d'un restaurateur ou d'une entreprise du bâtiment, hein, qui sont typiquement intéressés à ce genre d'indicateur. C'est qu'on pourrait analyser en allant lire le contenu des factures de certains fournisseurs, que le fournisseur a augmenté assez sensiblement un composant, une matière première, quelque chose qui rentre soit dans la cuisine des plats du restaurateur, soit dans les chantiers de la société du bâtiment. Et donc, la problématique là, c'est que souvent l'entreprise ne va pas forcément s'apercevoir que le prix unitaire de tel ou tel matériau ou de tel ou tel composant ou ingrédient d'un plat a augmenté sensiblement et donc va pas modifier ses tarifs ou va les modifier beaucoup trop tardivement et donc va enregistrer une perte de marge
qui peut être significative à un moment donné. Sauf que l'entreprise va s'en apercevoir peut-être avec plusieurs mois de retard. Et ces plusieurs mois de retard peuvent créer des pertes en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros, peut-être plus sur des grosses boîtes. Et ça peut être quand même très problématique pour l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple, mais des exemples comme ça, on peut en citer des dizaines. D'accord? Donc l'idée ici, c'est de se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on a sous la main comme information? Ça peut être des informations comptables, ça peut être des informations sociales, si on prend des datas de SILAE ou une DSN, ça peut être d'autres types de data qu'on pourrait aller capter directement dans les logiciels de vos clients. Alors, il faut savoir que, alors je vous donne l'information, je vous en ai peut-être parlé la dernière fois, on est en train de rentrer sur une plateforme qui s'appelle Shift, qui va nous permettre d'avoir toutes les intégrations à tous les grands logiciels comptables du marché pour alimenter TurboPilot, pour récupérer les datas comptables pour nos FEC, les FEC dont on a besoin pour fabriquer nos tableaux de bord. Et Shift, c'est pas que les logiciels comptables, mais ce sont aussi tous les logiciels de gestion, les ERP, les CRM, les outils de gestion de commerce sur le web, etc., etc., etc. Donc en fait, ils ont une panoplie d'outils qui sont connus nationalement et même internationalement, qui peuvent capter comme data. Hein, ils ont des accords avec ces éditeurs-là. Évidemment, quand on rentre comme un nouvel éditeur partenaire de la plateforme, il faut avoir des accords auprès des éditeurs finaux, mais bon, ça, c'est eux qui se chargent des choses. Et donc, le grand intérêt de l'histoire, c'est qu'on capte toutes ces datas-là. Et donc, si en plus des datas comptables ou sociales ou juridiques ou autres, internes au cabinet, on peut aller aussi chercher des datas dans ces bases clients et puis des datas sur des sites web open source ou des datas sur des sites qu'on a scrappés hein, par des codes Python, du Python ou de la RPA. Ça veut dire qu'on a au cœur de PilotGuard ou d'un autre outil de ce type-là, de quoi faire des analyses à très, très, très forte valeur ajoutée. Si en plus ces analyses-là se font avec des captations de data fréquentes, on va dire mensuelles par exemple, ou trimestrielles, on peut intervenir quand même assez tôt pour détecter des problématiques. D'accord? Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que je pense que là, c'est vraiment l'avenir de vos cabinets, d'avoir ces informations très tôt. Alors, je sais que vous les attendez sans doute beaucoup via la facture électronique, mais la facture électronique, c'est encore, on est plutôt fin 2027, hein, bon, septembre en principe, mais là encore une fois, est-ce que ça sera à l'heure ou pas? C'est encore quand même dans plus de 2 ans finalement. En 2 ou 3 ans, il va se passer beaucoup de choses avec l'IA. Et je pense qu'on va être capable de vous donner beaucoup d'informations à forte valeur ajoutée dans cet intervalle de temps. D'accord? Donc je pense que là, on peut espérer qu'on soit capable, grâce à l'IA, d'aller vous chercher beaucoup d'informations et donc de vous mettre dans des circonstances quand même beaucoup plus intéressantes hein, pour proposer de la valeur ajoutée à vos clients. Voilà. Donc, j'ai mis une petite synthèse ici à la fin, hein, avec les règles pour définir les différents coefficients, les seuils, etc., la fréquence de suivi de l'information. Ça, c'est un travail que je vais creuser de plus en plus avec différents cabinets qu'on a dans nos missions, parce que je veux vraiment faire en sorte que vous ayez des choses intéressantes et qu'on puisse surtout automatiser dans nos outils. Alors, je vais laisser ce sujet-là de côté, on va le travailler au fil du temps. Donc là, je vous l'ai dit en introduction, là, en vous proposant un sommaire de cette session. Hein, le bootcamp, on va le repousser de quelques mois là, au mois de juillet. Bon, jusqu'en juin, à mon avis, vous serez sous l'eau, donc on va vous laisser tranquille. Mais en juillet, on va reprendre les choses sérieusement et on va voilà, vous proposer ce programme que j'avais expliqué la dernière fois avec la possibilité de créer un chiffre d'affaires important avec du tableau de bord non seulement annuel, mais surtout périodique, voire prédictif, hein, de façon à ce que vous puissiez passer, comme le cabinet que je vous avais cité la dernière fois, à un chiffre d'affaires significatif qui peut atteindre ou dépasser 5% du chiffre d'affaires global du cabinet, rien que sur ces outils de tableau de bord.
D'accord? Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et je pense que ça va tout à fait dans l'évolution qu'on voit aussi aux États-Unis. Je vous ai parlé à plusieurs reprises des DCPA, donc des experts comptables américains digitalisés qui ont un congrès spécial au mois de décembre chaque année et qui estiment qu'à terme, leur client récurrent, ce sera un client à 100 000 euros. Ça veut dire que tout l'administratif aura été quasiment croqué par le cabinet, que évidemment la compta, la fiscalité, plein de choses seront également supervisées par le cabinet, mais que le cabinet sera en mesure de proposer non seulement beaucoup de services, une sorte de commodité comme on dit, mais aussi beaucoup de conseils à forte valeur ajoutée qui vont être très intéressantes pour les clients et qui vont permettre d'avoir des niveaux d'honoraires très importants. Voilà. Donc ça, voilà, la date sera modifiée. Elle sera probablement plus début juillet. Voilà. Alors, je vais revenir aux agents IA. J'ai pas mal travaillé sur différents outils. Je vais me donner encore un peu plus de temps pour vous montrer des résultats obtenus dans ces outils, parce que ça nécessite quand même du paramétrage assez technique. Et je voulais être sûr aussi que les choix de workflow que j'allais mettre en œuvre pourraient vraiment vous intéresser. Donc là, je voulais vous proposer une quinzaine de workflows qui pourraient être mis en place dans un cabinet à des fins de gain de productivité et qui pourraient être pilotés totalement par des agents IA. Et si vous vous rappelez les agents IA, je crois que j'avais fait un petit schéma la dernière fois qui expliquait qu'ils étaient un peu en haut, j'allais dire un peu en haut de la chaîne alimentaire, mais en tout cas un peu en haut de la technicité des outils d'intelligence artificielle. D'accord? Donc on part des prompts, c'est le truc le plus basique en bas, et on monte aux agents IA, c'est le plus sophistiqué en haut. Et au milieu, on a des outils qui sont une sorte d'assistants. Tout ça, ce sont des assistants qui sont très cadrés. Une fois qu'on a demandé un travail dans ce genre d'assistant-là, il ne fait ce travail-là que de la même façon tout le temps. Et si vous lui demandez deux fois la même chose, il va vous restituer deux fois exactement les mêmes résultats. Avec les agents, on a beaucoup plus de souplesse, d'autonomie et donc de capacité d'aller plus loin, comme si on avait un agent humain, mais en virtuel, à votre disposition. Voilà. Donc là, voilà le prompt que j'ai posé dans ChatGPT. Donc, je lui ai demandé quels étaient les workflows qu'on pourrait programmer avec des IA, avec des agents IA. Je lui ai demandé de me proposer 15 exemples. Bon, j'aurais pu en demander un nombre énorme comme 5 aussi, mais je voulais que 5 points, je voulais qu'il me les score aussi pour que je puisse sentir une tendance et puis le confirmer avec des gens comme vous, avec des gens comme ceux que j'ai dans l'émission, de façon à ce qu'on puisse là aussi faire des choix et avancer sur des choses qui vont vraiment vous rendre service. Donc les choix qui m'ont été proposés sont ceux-là. Par exemple, et là, ça va rejoindre évidemment le sujet inévitable et éternel de la récupération des factures, par exemple, ou d'autres types de documents, parce que là, on parle de factures, mais ça pourrait être autre chose. Et donc, on pourrait faire de la saisie et même du pré-contrôle automatisé après avoir géré les appros par différentes voies. Python, RPA ou autres, ou des API. Ça, c'est pour moi les choses qui vous intéressent le plus au premier degré. Après, on pourrait aussi créer un workflow qui, à partir d'une planification, et ça, on l'avait fait dans notre outil Turbo Business à l'époque de Iloa, on envoyait selon un schéma d'obligation qui était paramétré pour chaque dossier client, on envoyait automatiquement des alertes pour que les gens pensent à faire tel ou tel travail, que ce soit les collaborateurs, mais aussi les clients. Et là, on peut imaginer que ça peut même aller beaucoup plus loin que ça, puisqu'on peut on peut envoyer une alerte en interne chez le client, on peut exécuter une relance, on peut mettre à disposition un formulaire pour que les gens nous renvoient l'information qu'on leur demande de façon attachée au formulaire et que ça revienne en base de données. On peut faire beaucoup de choses. On peut gérer des checklists. Voilà. Donc là, on a beaucoup à obligations fiscales, mais on pourrait dire sociales, juridiques ou tout autre.
Ça, ce sont des choses qui sont également importantes parce que ça fait partie quand même du cœur du boulot de tenue et voire même de révision. Après, tout ce qui est analyse prévisionnelle, hein, ça, c'est des choses qui intéressent tout le monde, notamment si on peut aller vers des indicateurs un peu sophistiqués, notamment si on peut aller vers du prédictif. Hein. Tout ça ce sont des choses qui, envoyées, comme le dit le document, de façon proactive, donc on n'attend pas que les clients nous les demandent, on l'envoie automatiquement et on fait suivre ça d'effet si jamais il y a, encore une fois, des KPIs qui sont préoccupants, on va essayer de réagir et de donner à des robots éventuellement la capacité de réagir et d'organiser peut-être un rendez-vous en appelant un client, puisqu'on a ces robots d'appel, donc on pourrait tout à fait utiliser ça. Relance automatique des créances clients, oui, bien sûr, pourquoi pas, ça existe aussi, et on pourrait aussi imaginer que le robot d'appel puisse s'ajouter au robot qui envoie des emails ou des SMS aux clients. L'appel étant plus engageant, quand le client décroche le téléphone, ben là, il se sent un peu obligé de répondre. Que ce soit un robot ou un être humain, il va être plus impliqué pour quelque part tenir sa promesse s'il a fait une promesse orale à la personne ou au robot qu'il a appelé. Bon, tout ce qui est audit interne, détection d'anomalies, etc. Donc ça rejoint ce que j'ai monté tout à l'heure, hein, sur des possibles détections de fraude ou de choses un peu bizarres. Ça peut être aussi très intéressant en bout de chaîne pour se rendre compte de la qualité du travail qui a été réalisé, mais aussi de la qualité de l'entreprise derrière. Qui peut peut-être faire passer des choses qui ne devraient pas faire passer en comptabilité. Voilà. Autre chose aussi, alors je ne vais pas vous les commenter, vous les lirez tranquillement, hein, et vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que tout ce qui a trait au service client, tout ce qui a trait à la gestion des emails, ça c'est un énorme problème. Ça fait 2 ans que j'y pense. Je vais finir par sortir sur une plateforme un robot capable de vous trier les emails, de vous les classer bien, de vous les traiter par ordre d'urgence, d'importance et tout ça, et qui va vous permettre aussi de fabriquer des brouillons de réponses automatiquement et de les valider après. Je pense que ça, c'est un problème majeur et ça reste depuis longtemps un problème. Il faudra qu'on le règle. Je pense que sur la cotation qui est proposée par l'IA, la 3 sur 5, je pense que c'est un peu plus haut que ça l'ordre des priorités. Voilà, après, tout ce qui est onboarding, client, collaborateur, etc., ce sont des choses qui rejoignent les prompts que je vous ai montés tout à l'heure. Donc, ça fait partie des urgences aussi pour les cabinets. Hein. Et puis, j'avais, pour aller à mes 15 cas d'usage demandés, il y avait encore ces cinq-là. Donc, bon, voilà. Je pense que là-dedans, il y a pas mal de choses qui peuvent être traitées par des agents IA. Hein, et je vous dis, là, je suis en train de travailler sur un agent qui permet de gérer des espaces de travail. À l'intérieur des espaces de travail, on peut gérer des dossiers. À l'intérieur des dossiers, on peut gérer des agents. Et un agent, on peut donner plein d'outils pour réaliser la tâche et pour vous amener un résultat derrière, ce résultat qui peut lui-même devenir la source d'un autre agent et d'un autre workflow. Donc on peut enchaîner plein de choses. Donc là, je vous avoue que c'est quand même assez pointu techniquement, hein, et que je me suis donné un peu plus de temps pour vous montrer des choses assez concrètes et surtout très adaptées à un cabinet, parce que ce qu'on voit sur le marché, dans les vidéos de YouTube ou autres, ou d'éditeurs sur son site web, ça parle toujours de marketing, ça parle toujours de rédaction de contenu, ça parle de plein de choses comme ça, mais assez rarement du monde de la compta. Donc, je vais quand même m'efforcer de vous créer des robots à base d'agents IA qui soient intéressants et qui soient dans l'ordre des 15 qui sont proposés là à l'écran. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vraiment est totalement absent de cette liste-là des 15 premiers workflows et qui vous intéresserait pour, je dirais, mécaniser comme ça
des travaux d'organisation, de production, etc., de gestion interne, par exemple, dans votre cabinet? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez en tête? Hein, servez-vous du chat qui est en bas de l'écran. Est-ce que vous avez des choses en tête qui vous vraiment qui vous motiveraient pour être réalisées par un agent de ce type-là? Est-ce que vous avez des idées éventuellement à me partager sur le sujet? La semaine prochaine, je vais vous proposer de vous aider à mettre en œuvre des astuces à base d'IA pour booster un peu votre période fiscale un peu partout. Hein. Donc, je vais compiler, enfin, j'ai déjà commencé à compiler des choses, différents prompts ou quelques idées que je voulais vous proposer pour que ça vous donne un coup de main pour les 2 mois et demi restants, hein, de période fiscale, hein, de façon à ce que vous puissiez sortir de là un peu moins rincé. Nous, on va essayer de profiter du soleil sur le bassin d'Arcachon pour se reposer un peu, parce que moi, c'est ma fin de période fiscale, elle est là aujourd'hui tout de suite. Ça doit se voir d'ailleurs, à la taille des cernes. Euh, En tout cas, bah, écoutez, je voulais vous remercier à nouveau. Hein. Bon, on ouvre des sujets et pour l'instant, on essaye de voir un peu plus loin sur des choses qu'on pourra vous proposer soit au début de l'été, soit à la rentrée de 2025. Hein, mais je crois vraiment que ce sujet de la détection des datas est un sujet très porteur auprès de vos clients. Je pense qu'ils sont très intéressés par des tableaux de bord périodiques, en tout cas un certain pourcentage d'entre eux, voire même de trésorerie. Euh, je pense que il y a beaucoup de choses que vous pourriez envisager demain, mais encore une fois, il faut arriver à vous débarrasser un peu des boulets habituels qui vous empêchent d'évoluer. Hein. Donc, toute cette gestion d'appro, de tenue, de déclaration fiscale et tout ça, il faut vraiment réduire le temps là-dessus pour pouvoir consacrer ce temps-là à des nouvelles choses. Et donc, voilà, on va s'efforcer de vous donner plein de choses pour y arriver. Sachez que on a plusieurs cabinets en coaching pour gagner jusqu'à 30% ou même un peu plus parfois de temps en révision en pleine période fiscale. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent, hein, et qui font que vos collaborateurs sont beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus cadrés dans une méthode très visuelle pour finir plus tôt. Hein. Souvent, on vise le 30 avril, voire le 15 avril. Bon, vraiment les très 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 bons de la profession, on pourrait arriver à finir fin mars la période fiscale, mais déjà finir tranquillement en avril, c'est déjà un beau score. Et donc, voilà, sachez que ces méthodes-là existent, hein, et que ça repose pas sur le plus bel outil de compta de la Terre, ça repose pas sur des choses très très coûteuses, ça repose simplement sur de la méthode et sur une façon de visualiser l'information qui va transiter dans des étapes. Voilà. Donc ça, bon, peut-être je vous le rappellerai un petit peu la semaine prochaine. Hein. Et écoutez, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine, un bon samedi après-midi, un bon vendredi après-midi. Et puis donc on se reparle le 7 mars. Hein. Portez-vous bien d'ici là et je vous dis à très bientôt. Bye bye.